Voilà donc pour cette audition de Jean Castex, le monsieur déconfinement du gouvernement, audition en commission spéciale. Vous reconnaissez peut-être ce décor, du rouge, du noir, un logo, c'est Ça vous regarde. On est ravis de vous retrouver. Bonsoir à tous. On est vraiment très heureux de ce retour du direct sur la chaîne parlementaire. Toute la rédaction, toute la chaîne est ravie de ce retour à l'antenne. L'émission s'est adaptée, mais le plaisir, vous allez le voir, est toujours là. Au sommaire ce soir, alors à quoi sert le Parlement dans cette crise sans précédent? Malgré les contraintes, les députés ont siégé et ont voté l'état d'urgence et sa prolongation. Mais avec quelle marge de manœuvre? Dans un moment où le gouvernement concentre les pouvoirs, l'état de droit est-il respecté? L'Assemblée peut-elle rester sous cloche? La marcheuse Aurore Berger débattra avec le socialiste Boris Vallaud. Et puis les politiques dans notre pays ont-ils le droit à l'erreur? La défiance grandit à l'égard d'Emmanuel Macron alors que les boulettes de Donald Trump semblent glisser sur lui. Pourquoi certains pays font bloc malgré un nombre de morts plus important que chez nous? Le réflexe de division est-il typiquement français? L'éclairage de nos invités à suivre. Enfin, un nouveau rendez-vous, le jour d'après, chaque soir, un grand entretien autour d'un thème au cœur de l'épidémie. Ce soir, l'école. Quelles leçons tirer de ces 2 mois de classe à la maison? Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, répond à nos questions. Voilà, vous savez tout. Hashtag CVR, ça n'a pas changé. C'est parti, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Bonsoir, Aurore Berger. Merci d'être là pour ce retour à l'antenne. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines, porte-parole du groupe majoritaire à l'Assemblée. En face de vous, Boris Vallaud, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être là, député socialiste des Landes. Et puis, Richard Verly. Quel plaisir de vous retrouver, Richard. Alors, vous connaissez les règles strictes, ici comme ailleurs. Il faut qu'il y ait des invités et il y en aura de nombreux ce soir derrière leur écran. Merci, Richard, chroniqueur dans cette émission, correspondant du quotidien suisse Le Temps. À quoi servent les députés? Est-ce que vous êtes frustrés dans cette période de ne pas assez peser? Je vous pose la question dans un instant. Est-ce qu'il a été mis entre parenthèses, ce Palais Bourbon? C'est vous qui allez vous y coller en premier, mon cher Stéphane. Ça vous va bien, la petite oreillette? Allez, c'est parti, si j'ai bien compris. Ça y est. Reposé, manifestement, Stéphane Blakowski. Alors, si j'ai bien compris, pour le Parlement, pas de répit, c'est ça? Surtout, si j'ai bien compris, Myriam, à l'Assemblée nationale, on est sur le retour du chemin qui mène vers la normale, le retour à la normale. Enfin, il y a une partie du personnel qui est donc en plateau, comme vous. Les députés sont de plus en plus nombreux dans l'hémicycle. Bref, tout petit à petit recommence exactement comme avant. Alors évidemment, d'un côté, c'est une bonne nouvelle. Et en même temps, est-ce que c'est une bonne idée? On en avait parlé de l'avènement d'un monde nouveau. Est-ce que l'Assemblée ne doit pas montrer l'exemple? Est-ce qu'elle ne doit pas prouver qu'elle est capable, elle aussi, de se réinventer? Alors évidemment, c'est jamais facile de se remettre en cause. On est obligé de se poser des questions qu'on ne s'était jamais posées. Par exemple, est-ce qu'un député, c'est aussi indispensable qu'une caissière, qu'un éboueur, ou je ne sais pas, qu'un policier? Non, alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas ça. C'est très très utile un député, beaucoup plus utile qu'un chroniqueur télé, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant la crise, on a fonctionné avec beaucoup moins de députés, et finalement, ça s'est passé mais exactement comme d'habitude. Si on résume, avant la crise, l'opposition reprochait au gouvernement quoi? D'abuser des ordonnances, de ne pas laisser le temps de débattre, bref, de ne pas respecter le Parlement. Et donc là, pendant la crise, qu'est-ce qui s'est passé? Trop d'ordonnances, pas le temps de débattre, on ne respecte pas le Parlement. Rien n'a changé. Alors, non, si on veut que ça change, il faut être plus ambitieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des projets de réforme des institutions au début du quinquennat, et il y avait un député à l'époque qui avait amené une contribution intéressante, qui s'appelle Adrien Taquet, maintenant il est au gouvernement, et à l'époque il avait quasiment un projet visionnaire, puisque la première étape c'était une assemblée virtuelle, où on développerait les réunions en visioconférence, peut-être même le vote à distance, enfin bref, tous les outils numériques. Alors là, il avait vraiment anticipé le coup, parce que depuis quelques semaines, on a fait des gros progrès à l'Assemblée là-dessus. Mais sa deuxième idée, donc puisqu'il est visionnaire, écoutons-le, il disait, mais si on délocalisait l'Assemblée en province? Pourquoi pas? Symboliquement, ça serait fort. Ça prouverait que toutes les décisions ne se prennent pas uniquement à Paris. Puis alors,
Dites pas que c'est compliqué, hein, c'est très simple. Dès que le Parlement européen sera transféré à Bruxelles, l'hémicycle sera dispo à Strasbourg, on pourra réinstaller l'Assemblée à Strasbourg. Bon, je ne dis pas que c'est vraiment la solution parfaite, mais au moins ça prouvera qu'en France, tout ne recommence pas comme avant. Merci Stéphane, vous restez avec nous, vous pouvez réagir quand vous le souhaitez. On va parler bien sûr du rôle du Parlement dans cette crise, parce que vous n'avez pas rien fait, hein, je le dis d'entrée de jeu, mais on va voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous pensez, Aurore Berger, de l'idée de Stéphane? Plus de visioconférences à l'avenir, tirer les leçons? C'est ce qu'on a fait quand même beaucoup pendant 2 mois. Après, je pense que le travail de manière générale ne peut pas entièrement se construire de manière dématérialisée. C'est aussi du lien social. Le fait qu'on puisse être ensemble et travailler ensemble, je pense que ça aide aussi à construire des solutions qui sont aussi plus efficaces. Rien ne vaut au fond le contact physique, la discussion. Il faut évidemment qu'on puisse tirer des enseignements de ce qui s'est passé, y compris sur le mode de fonctionnement de l'Assemblée, y compris en effet sur la capacité à voter à distance, de manière individuelle, amendement par amendement. Et ça, je pense que c'est des choses qu'il faudrait en effet qui puissent aboutir et aboutir beaucoup plus vite. Donc ça, oui. Après, je pense que rien ne remplace quand même malgré tout le fait qu'on soit physiquement ensemble. Vous avez l'impression d'avoir joué votre rôle pendant cette période? Franchement, d'être à la hauteur au fond du débat démocratique nécessaire? Tout dépend déjà de ce qu'est un député, de quelle est la définition qu'on en donne. Et de fait, notre rôle, il a été très différent. Il a été différent parce qu'on a été de fait dessaisi, de par l'état d'urgence sanitaire, des prérogatives qui sont habituellement les nôtres. Et donc, on a beaucoup moins légiféré et on a habilité le gouvernement à légiférer à notre place. Et évidemment, il va falloir aussi que ça cesse. Ça, c'est frustrant, ça, j'imagine. C'est frustrant, oui, non. C'est-à-dire qu'on comprend que dans une période qui est une période complètement exceptionnelle, il faille à un moment accepter qu'on puisse aller plus vite sur un certain nombre de décisions. Et est-ce que ça a permis d'aller plus vite? Je le crois, notamment sur l'activité partielle, sur le fonds de solidarité, etc. Est-ce que ça doit s'arrêter un jour? Oui, évidemment, et le plus tôt le mieux, parce que le Parlement, oui, c'est utile, et c'est la garantie et le respect des libertés publiques et de la démocratie et de la représentation des Français. On habilite le gouvernement. Est-ce qu'on pèse sur le fond? Est-ce qu'on a l'impression d'apporter sa pierre, même si elle est toute petite? Alors, peut-être que c'est aussi différent, je pense, qu'on est dans la majorité ou qu'on est dans l'opposition. Et je pense qu'on ne vit pas la période tout à fait de la même manière, pour être très honnête. Ce qui est certain, c'est que nous, on a vu nos liens avec l'exécutif beaucoup plus s'affermir pendant cette période. Ça peut paraître très contradictoire, mais les relations n'ont jamais été aussi fluides dans cette période parce qu'en fait, il y a eu un besoin évident de s'appuyer sur les retours que nous, on avait, très concrets, des artisans, des commerçants, des agriculteurs, des artistes, des TPE, des PME, des enseignants, enfin, toutes celles et ceux qui, à la fois, soit étaient en première ligne pour aussi subir la crise et avaient besoin d'accompagnement. Donc vous étiez à la manœuvre, vous pourriez dire ça? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre de dispositifs, soit qui n'auraient pas existé, soit qui n'auraient pas été modifiés si les parlementaires n'avaient pas bossé. Le fonds de solidarité, au départ, c'était 70% de baisse de chiffre d'affaires, c'est passé à 50%. Le fait de pouvoir poursuivre l'activité partielle au-delà du mois de mai, ça aussi, les questions du tourisme ou de la culture, il y a vraiment des sujets dont on s'est emparé. Et il y a des sujets où, en effet, c'est vrai, c'est le gouvernement qui a eu la main dessus. C'est aussi votre avis? Vous avez vécu les choses de la même manière, député socialiste dans l'opposition? On a tous été la courroie de transmission de ce qui nous était répété sur le terrain. Voilà. Les commerçants, les artisans, on a formulé des propositions sur le tourisme, sur tous les sujets qui ont été évoqués, on a eu des retours, on a formulé des propositions. Mais la chronique était très juste. Au fond, ce que nous avons vécu comme impuissance dans la crise, on la constatait déjà avant. Les ordonnances, le sentiment de faire de la figuration, qu'on a un déséquilibre institutionnel qui place le Parlement dans un état de faiblesse, structurel, et qui appelle des réformes institutionnelles lourdes, pas celles qui étaient proposées au début du quinquennat, un vrai rééquilibrage au profit du Parlement, qui pose la question de la délibération citoyenne et de la place des électeurs. Mais je me souviens des attentats et de François Hollande, qui avait lui-même décrété l'état d'urgence, et je me souviens de cette majorité. Vous étiez, entre guillemets, dans cette majorité, vous travailliez même à l'Élysée à l'époque. Vous auriez fait différemment, franchement? Mais il a été fait différemment. Je vais vous donner un exemple. Au moment où a été voté l'état d'urgence en matière terroriste, la commission des lois de l'Assemblée nationale a imposé à son propre gouvernement que cette commission soit transformée en commission d'enquête, avec les pouvoirs d'une commission d'enquête, donc d'enquête sur pièce et sur place, avec un travail qui a été accompli pendant 2 ans, qui a été extrêmement méticuleux. Là, on a demandé à ce que la mission d'information soit une commission d'enquête. Ça nous a été refusé. Moi, je le redemande. Il faut que la mission d'information, aujourd'hui, sur le Covid, soit une
commission d'enquête, parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'avoir plus d'informations par la presse que dans notre travail de contrôle parlementaire. Aurore Bergé, sur ce pouvoir de contrôle, à défaut de pouvoir, au fond, peser sur le fond, sur des propositions de loi, sur des amendements, vous avez ce pouvoir de contrôle de l'exécutif. Pourquoi pas une commission d'enquête à mesure que la crise est gérée ? Ce qui est certain, c'est que le pouvoir de contrôle, en vérité, il est faible. Enfin, il est faible de manière... constitutionnellement, en vérité, il l'est déjà. Les pouvoirs sont faibles sur ce sujet-là à l'Assemblée. Et nous, on a été élus au même moment. Et finalement, je pense qu'on a tous constaté la faiblesse structurelle qui était celle de l'Assemblée dans ses capacités de contrôle. Parce que nous n'avons pas les moyens humains, financiers aussi, de pouvoir bien faire et de pouvoir bien conduire ce travail-là. Parce qu'on a aussi des études d'impact qui arrivent, qui souvent arrivent tard, qui souvent ne sont pas suffisantes pour pouvoir vraiment juger, etc. Et ça, ces constats-là, ils sont très partagés, quels que soient nos bancs, majorité ou opposition. Après, est-ce qu'il faut une commission d'enquête ? Il en faut plus de contrôle et plus de pouvoir pour le mener ici, au Parlement. Je pense que ça, c'est une vraie nécessité démocratique. Et encore une fois, ça repositionne la question. Soutenez avec moi l'idée de transformer la mission d'information en commission d'enquête. Je ne sais pas si ça permettra d'avoir plus ou pas d'éléments sur le sujet. Inutile. Moi, la conviction que j'ai, dans le moment qu'on est en train de vivre, il y a la question institutionnelle. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la Ve République est à bout de souffle, qu'elle est devenue pathologiquement incapable de créer du débat, de fabriquer du compromis, de laisser de la place à l'initiative parlementaire. Et en temps de crise, alors là, la 5e République... Mais en temps de crise, c'est plus vrai encore. C'était déjà le débat pendant la Grande Guerre. Il y avait Jeannet, Clémenceau, Violette qui bataillaient contre le gouvernement. Ils ne retenaient pas leur coup. Mais on peut dire que dans la Grande Guerre, le Parlement aussi a gagné la guerre. Eh bien, moi, je crois que dans le moment que nous vivons, où on ne sait pas à quoi ressemblera le monde d'après, il y a des utopies autoritaires, il y a des guerres de modèles politiques dans la gestion du Covid. Eh bien, on a besoin d'être extrêmement exigeant, plus qu'on ne l'a jamais été, sur le respect des libertés publiques, sur le respect des droits constitutionnels, sur la place du Parlement. Et je crois que, s'agissant notamment de l'habilitation à légiférer par ordonnance, il ne faut pas aller au-delà. Voilà. Là, on a, dans la semaine, 33 nouvelles ordonnances. À examiner 33 ordonnances, des habilitations pour 1 an, 30 mois. Il n'y a pas d'urgence si c'est 30 mois, il n'y a pas d'urgence si c'est 1 an. Mais qu'est-ce que vous craignez ? Parce que je regarde les ordonnances, là, c'est le texte qui arrive jeudi. Oui. Donc on a déjà un paquet d'ordonnances dans l'état d'urgence, mais là, il y en a un nouveau paquet en dehors de l'état d'urgence sanitaire, report de l'entrée en vigueur de mesures d'expérimentation, mesures pour faire face aux difficultés de fonctionnement des juridictions, mesures sur les indemnisations des victimes des essais nucléaires. C'est très divers. Prolongation des mesures relatives au seuil de revente à perte. C'est nécessaire de le faire maintenant, absolument, par un moyen qui court-circuite, de fait, le Parlement. Qui le court-circuite, oui, non, puisque nous-mêmes, on va en débattre. Et donc, il y a une commission spéciale qui a commencé le débat. Et moi, je siège justement cette semaine. Donc, on va en débattre. Après, on peut aussi décider qu'un certain nombre de choses ne doivent pas passer par ordonnance et doivent être inscrites dans le dur de la loi. Il y a des constitutionnalistes qui vous disent aujourd'hui, pas tous, mais certains, autant donner les pleins pouvoirs. Je suis évidemment pas, je suis pas constitutionnaliste, mais en tant que parlementaire, évidemment, je pourrais pas me satisfaire du fait qu'on accorde les pleins pouvoirs. Et je pense que c'est évidemment pas ça qui est envisagé. Mais vous voyez bien que les ordonnances, elles sont de nature très diverse dans celles qu'on a examinées. Elles vont autant sur des enjeux d'activité partielle, sur le fait qu'il y ait plus d'intéressement, par exemple, pour les salariés, c'est-à-dire des choses immédiates, des décisions qu'on doit prendre tout de suite pour faire face à la crise, et sur une crise, en effet, dont on sait que vraisemblablement, elle va durer, en tout cas, elle ne va pas durer que quelques semaines supplémentaires. Mais de toute façon, l'état d'urgence sanitaire, il doit s'arrêter. Il est prévu de s'arrêter de toute façon. Le 10 juillet. Voilà, mi-juillet, on a voté la prorogation de cet état d'urgence, ce qui veut dire aussi que le Parlement décide d'y mettre un terme. Et donc qu'à partir de là, c'est nous qui devons aussi reprendre la main sur le calendrier, sur les priorités. Il y a aussi un certain nombre de niches parlementaires qui vont exister. Ce qu'il veut dire, c'est que la validité des ordonnances, la validité donc, de ce travail qui va être fait par l'exécutif en lieu et place du Parlement, qui s'est saisi de ces pouvoirs-là, il ne va pas s'arrêter avec l'état d'urgence. Vous voyez, ce sont 2 calendriers différents. Il faut quand même l'avoir en tête. Et donc, oui, c'est extrêmement préoccupant. Oui, on entend votre inquiétude. Je crois qu'il y a Stéphane qui va ajouter un truc. Stéphane. Non, mais je m'étonnais, j'ai l'air de prendre parti, mais je m'étonnais aussi sur le fait que le gouvernement se donne le droit pendant 1 an de légiférer sur une quantité incroyable de sujets sans jamais consulter le Parlement. C'est étonnant, surtout quand on dit que l'avis des députés est très utile. C'est ce que disait Aurore Bergé. Est-ce que l'avis de l'opposition est inutile ? Non, je ne crois pas qu'elle disait ça non plus. Donc c'est bizarre, c'est 12 mois sans... C'est même jusqu'à 30 mois pour un certain nombre de mesures liées au Brexit. Vous voyez, c'est quand même beaucoup trop. Moi, je crois qu'on est dans un moment qu'il faut prendre avec gravité. Voilà.
il y a un certain nombre de choses, et en particulier la démocratie et l'état de droit, qui ne sont pas des évidences. Il faut être extrêmement exigeant, et chacun en est comptable et chacun doit être vigie. Mais je crois qu'on l'a été. Et d'ailleurs, pour reprendre un exemple, parce que ça a beaucoup occupé nos débats, y compris au sein de la majorité, sur par exemple la question de l'application Stop Covid. Et le Conseil constitutionnel a dit un certain nombre de choses d'ailleurs et un certain nombre de réserves. On a été nombreux au sein de la majorité, et moi également, à dire les réserves très claires et très nettes qu'on avait et qui nécessitaient qu'il y ait un débat dédié, qu'il y ait un vote dédié et que ça ne pouvait pas se confondre avec la déclaration du Premier ministre. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de confusion sur les deux enjeux. Parce que sinon, on l'avait dit très clairement, que nous n'étions pas suffisamment à l'aise pour pouvoir justement voter sur ces sujets-là. C'est un exemple qui montre justement qu'on est aussi dans notre rôle sur la question des libertés publiques. Ce n'est pas l'exemple le plus pertinent, puisque dans la mesure où le gouvernement envisageait l'application, et envisage toujours l'application Stop Covid comme un des éléments de la stratégie de déconfinement. Elle n'est pas abandonnée. Le débat aurait pu être en conjoint. L'ordre du jour a été changé 24 heures avant que les parlementaires aient à l'examiner. Elle n'est plus à l'ordre du jour tout de suite. Aujourd'hui, c'est l'application. Ça n'était pas satisfaisant non plus. Ça n'a pas été satisfaisant non plus qu'on ait changé l'ordre du jour et qu'on ait laissé si peu de temps. C'est intéressant que vous parliez de cette application. Donc, pour l'instant, c'est pas Stop Covid, c'est un fichier de malade et de l'entourage de ce malade qui va être mis en place par les médecins généralistes avec ces fameuses brigades de l'assurance maladie qui vont essayer de retrouver les entourages pour casser les chaînes de contamination. Il y en a un qui estime que le Parlement, il a été complètement respecté et même au-delà. C'est le ministre de la Santé, Olivier Véran. Écoutez-le, c'était justement dans l'hémicycle au sujet de cette discussion sur ce fichier de malades. Il faut arrêter de nous comparer à la Corée, à Singapour, à l'Allemagne. Le débat qu'on a là, on est le seul pays à l'avoir. C'est très bien. D'ailleurs, on est le seul pays à débattre au Parlement de ces questions et c'est très bien. Et on est d'ailleurs le seul pays à débattre du plan de déconfinement à l'Assemblée ou dans un Parlement et c'est très bien. On est le seul pays à débattre de ce déconfinement à l'Assemblée et c'est très bien. Richard Verly, c'est vrai ou c'est faux ça ? Alors, il faut savoir de quoi on parle, évidemment, Myriam. Si vous parlez des mesures de déconfinement et du programme de traçage en particulier, pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres débats dans des parlements de pays européens voisins de la France. Mais par contre, il est absolument faux de dire que la question de l'état d'urgence sanitaire et que les mesures liées à l'état d'urgence sanitaire n'ont pas été discutées. C'est faux dans le cas de l'Allemagne. Dès le 25 mars, il y a eu un débat au Bundestag allemand. Madame Merkel est venue présenter son plan et un certain nombre de mesures ont fait l'objet de votes, notamment les mesures économiques. C'est faux dans le cas de l'Espagne, où la semaine dernière, le Premier ministre Pedro Sánchez, qui a, comme vous le savez, une majorité extrêmement étroite, eh bien, il a remporté un vote par 178 voix contre 75 sur, encore une fois, son plan d'urgence et une partie du déconfinement. C'est faux aussi du côté du Parlement européen où il y a eu un débat, c'était le 16 avril, en présence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Alors tout est dans la nuance, bien sûr. Il ne faut pas oublier les questions de calendrier et au premier abord les questions constitutionnelles. Alors il y a un cas très intéressant, c'est celui du Royaume-Uni. Vous savez que Boris Johnson lui-même a été contaminé par le Covid-19, il a été en incapacité de diriger le pays, il a repris ses fonctions récemment. C'est hier pour la première fois qu'il s'est adressé à la Chambre des communes, il a présenté son plan, il a demandé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin et le vote aura lieu aujourd'hui, donc le 12 mai. Dans le cas de l'Italie, c'est un petit peu plus compliqué. L'Italie, pays très très fortement touché. Alors là, oui, le Parlement s'est exprimé au début, c'était le 11 mars. Ensuite, la consultation parlementaire par le gouvernement est restée en sommeil. Ça a d'ailleurs beaucoup énervé Matteo Salvini, qui dans la nuit du 27 au 28 avril a littéralement campé dans l'hémicycle italien. Il n'a pas voulu en sortir en demandant que le Parlement soit consulté. Donc encore une fois, les parlements européens sont sur le qui-vive, ils sont consultés. Après, regardons sur quoi exactement. Si l'on parle du déconfinement, on pourrait plutôt dire que la France est la première à avoir anticipé le débat sur ces sujets. Merci beaucoup Richard. Aurore Berger, sur quoi pourrait-on faire mieux dans cette période qui va durer de fait? Alors on n'est plus dans le confinement, on voit bien que, on va en parler d'ailleurs un peu plus tard dans l'émission, les députés se déconfinent aussi, on voit que le port du masque va être obligatoire, mais sur le fond, là, il va y avoir des textes. Vous allez commencer aussi à proposer comment on peut faire mieux, comment on peut montrer au fond que ce Parlement n'est pas sous cloche.
La question, c'est quelles sont les priorités qu'on se donne. Il y a à la fois la question de l'urgence. Donc là, il y a des dispositifs d'urgence, d'accompagnement pour tout simplement maintenir l'activité ou pour ceux qui n'en avaient plus, maintenir des revenus. Donc ça a été évidemment la première des choses. Et après, on a été beaucoup interrogé pendant cette période de confinement sur est-ce qu'il y aura un jour d'après, un monde d'après, est-ce que ce sera extraordinairement différent du monde d'avant. Tout dépend des priorités qu'on va se donner. Tout dépend aussi des priorités que les Français vont eux-mêmes se donner. Est-ce que la priorité sera le renouveau du monde du travail? Dans l'édito, on parlait finalement de l'utilité sociale des différents métiers. Est-ce que, en effet, un parlementaire est plus ou moins utile que tel ou tel métier? Alors, je ne sais pas s'il faut poser la question comme ça, sinon je crains un peu la réponse. Mais en tout cas, il y a cette question-là sur le renouveau du monde du travail. Vous avez vu cette plateforme initiée par Mathieu Orphelin le jour d'après, avec beaucoup d'autres députés, et pas uniquement des députés de l'opposition, dans la majorité également. C'est une plateforme pour, au fond, que les citoyens puissent contribuer à la décision, peut-être. Ça viendra peut-être une décision. Ça sera utile? C'est au fond un peu de la com. Ça, je ne peux pas répondre à la place de ceux qui ont lancé l'initiative. Moi, j'attends par exemple que la contribution citoyenne sur le climat, elle soit rendue, parce que ça, c'est nouveau. C'est-à-dire à un moment qu'il y a une vraie logique de consultation citoyenne et qui n'est absolument pas initiée et portée par tel ou tel groupe politique. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que cette consultation va donner. Est-ce que les citoyens qui ont été consultés vont vouloir changer leurs orientations, justement au regard de la crise que l'on vit, ou est-ce qu'au contraire, ils vont réaffirmer un certain nombre d'urgences? Ça, je pense que c'est intéressant et ça devrait être une des priorités, évidemment, qu'on se donne. Alors, je vous donne la parole sur quel projet de loi dans ce monde d'après-Covid vous souhaiteriez, mais avant ça, comme il y a aussi des députés, là il y a le Parti socialiste qui a représenté La République En Marche, mais il y en a d'autres, que pense-t-il de ce Parlement en temps de coronavirus? Ils étaient une poignée au départ dans l'hémicycle, aujourd'hui 75, enfin 150. Ils sont très nombreux à vouloir enfin être 577 dans l'hémicycle. Écoutez. Vous ne pouvez pas penser que l'Assemblée exerce tous ses pouvoirs quand vous avez au maximum 75 députés dans l'enceinte et quand vous faites des commissions par télétravail. Ou alors ça voudrait dire que c'est plus la peine d'être autant que nous sommes. Ce qui est certain, c'est que depuis le début de l'épidémie, le Parlement est sous cloche. On va le contester. Il y a une situation d'urgence où il fallait donner des pouvoirs exceptionnels au gouvernement. Ça a été fait. Et je considère que cette situation ne peut plus durer. Il serait temps maintenant que nous revenions à un fonctionnement un peu plus normal avec le temps qu'il faut pour le gouvernement. Se mettre à polémiquer parce qu'on ne se réunirait pas comme on voudrait, on ne serait pas assis comme on voudrait, on ne serait pas nombreux comme on voudrait, c'est se plaindre quand partout en France, il y a beaucoup de gens qui auraient bien plus de motifs que nous de se plaindre. Boris Vallaud, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change après? C'est-à-dire pas seulement sur le fond. On entend dire le président de la République, rien ne sera plus comme avant, il faut réinterroger le modèle de développement, je vais changer, enfin moi le premier. Est-ce qu'il pourrait y avoir des majorités nouvelles, des alliances nouvelles, des unités nationales nouvelles sur certains textes? Je suis un peu sceptique quand j'entends le président de la République dire qu'il va être l'alternative à lui-même. Bon, on verra. En tout cas, il y a un certain nombre d'exigences qu'on portera dans les évocations du monde d'après. Je ne sais pas quelle prendra la forme de la consultation, de la concertation. J'entendais Aurore Berger dire qu'il faut qu'on regarde ce que propose la Convention citoyenne. Et je trouve que la forme est intéressante et qu'il faudra probablement en tirer des conclusions pour la généraliser. La première des propositions qu'elle a formulées, c'est sur la rénovation thermique des bâtiments. Et d'ailleurs, j'y ai retrouvé beaucoup d'éléments d'une proposition de loi socialiste que nous avions déposée et qui a été écartée par la majorité. On va la redéposer. Peut-être qu'il y a eu des conversions et qu'elle pourra prospérer. Je crois que c'est utile parce que nous ne sommes pas dans une trajectoire qui nous permette d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc voilà un certain nombre de sujets. Mais vous savez, il y a la réforme institutionnelle, il faudra qu'elle vienne. Et puis, il y a un certain nombre de... Vous pensez qu'elle viendra quand même, après ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a 3 sujets. C'est la question climatique, écologique, qui est absolument majeure. Je crois qu'il y a la question de la lutte contre les inégalités. On avait formulé des propositions sur les écarts de rémunération dans l'entreprise, sur le partage de la valeur ajoutée, sur la progressivité de l'impôt, sur la contribution des plus riches. Et puis, il y a la question démocratique, de la pratique démocratique. Alors, intéressant pour terminer. Ces 3 sujets, le social, les inégalités, la question institutionnelle et la question climatique. Vous pourriez vous retrouver dans une large majorité au-delà des frontières de la République En Marche? C'est difficile de dire qu'on ne souhaite pas que la question de la démocratie, de l'écologie ou
des solidarités ne soit pas posée. La question, par exemple, des inégalités, ça dépend aussi par quel angle on le considère. Est-ce qu'on le considère par l'entrée sur le monde du travail? Est-ce qu'on le considère au regard des inégalités éducatives, culturelles, qui ont été non seulement révélées, mais accentuées malheureusement par la crise, en disant que c'est par là que tout doit commencer? La question énergétique, est-ce qu'on le considère par les entreprises ou par l'enjeu notamment de l'accompagnement, comme vous le dites, sur la rénovation thermique, qui est l'un des angles, qui est aussi d'ailleurs un angle de l'État, etc. Pour aller sur les actes. Voilà, la question non, de... sur la question, j'ai pas de est-ce qu'on met en contribution les plus hauts revenus en France et en Europe? C'est déjà le cas. Les plus hauts revenus contribuent dans notre pays. Il semble que l'impôt est progressif. Est-ce que vous êtes prêt à rétablir l'ISF? Non. Une contribution, voilà. Donc vous voyez, je crois qu'il demeurera des accords parce qu'il y a une droite, il y a une gauche. Non, mais je ne sais pas si c'est une gauche ou une droite. Quand je vous parle, par exemple, de la question éducative ou culturelle, bien sûr, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets... éducatif de M. Blanquer et puis le vrai sentiment de... On voit qu'il y a des lignes de fracture encore qui demeurent au sein des groupes parlementaires. Et on vous réinvitera. Et la question de la représentativité des Parce que cette question des inégalités... En tout cas, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Vivement qu'on redébatte et qu'on sorte de la cloche. Merci. Merci à tous les deux d'être venus, au fond, nous déconfiner en direct pour cette reprise d'antenne. Grâce à vous aussi, on a été merci beaucoup, Stéphane. On se retrouve demain. Stéphane, il va avoir le droit de revenir quand même. Ah bah, j'espère. Plutôt sera le mieux. Moi, je Mais ça fait du bien de le retour du débat. Je suis d'accord. Cette question, à présent, les politiques ont-ils le droit à l'erreur dans notre pays? La France n'est pas la moins bien classée dans la gestion de la crise, en nombre de victimes par exemple, et pourtant, les Français apparaissent comme les citoyens les plus critiques d'Europe. Comment l'expliquer? Avant d'accueillir nos nouveaux invités, voyez le sujet de Clément Perrault. Le désinfectant, ça assomme le virus en 1 minute. Donald Trump, qui suggérait d'injecter du désinfectant dans le corps des malades du Covid-19, conserve 49% d'opinions favorables dans son pays. Je serre énormément de mains et je vais continuer de serrer des mains, c'est important. Boris Johnson, qui persistait à vouloir serrer des mains alors que la crise sanitaire s'installait en Europe, reste un bon Premier ministre pour 46% des Britanniques. La gestion parfois erratique de la pandémie par certains dirigeants ne semble pas toujours se payer cash dans l'opinion. Des dirigeants comme Trump ou Johnson bénéficient de phénomènes qu'on connaît traditionnellement en période de crise, qui sont des phénomènes de rassemblement autour du drapeau, comme on dit, et qui font qu'en période de crise, beaucoup de citoyens ont tendance à soutenir leur gouvernement, quelles que soient les décisions prises, parce qu'ils considèrent que c'est un moment charnière. Mais le phénomène ne marche pas pour tout le monde. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Perceptible en début de crise, l'unité nationale s'est très vite effritée en France. Seuls 34% des Français estiment que le gouvernement a été à la hauteur de la situation, contre 51% pour le reste de l'Europe. Principale critique, le gouvernement n'aurait pas été suffisamment clair et n'aurait pas dit toute la vérité. Une crise de confiance s'est clairement installée. Je crois qu'il y a une raison particulière et qui, d'ailleurs, est assez renforcée par la perception qu'ont les Français de cette crise. On est dans un pays où le rôle de l'État est bien plus important dans l'esprit des citoyens qu'il ne l'est ailleurs. Les Français attendent beaucoup plus de l'État que les Allemands n'attendent de leur État ou que les Britanniques n'attendent de leur État. Et en même temps, il y a un sentiment très fort en France que l'État est inefficace et n'est pas capable d'améliorer les choses, de régler les situations. Cette défiance, les Français vont jusqu'à se l'appliquer à eux-mêmes. Ils sont 61% à estimer que leurs concitoyens se sont mal comportés pendant la crise sanitaire. Bonsoir Jean Garrigue. Bonsoir. Et merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Vous êtes historien, professeur d'université à Orléans et président du comité d'histoire parlementaire. En face de vous, Ariel Halimi, bienvenue. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Bonsoir. Vous avez déposé plusieurs plaintes devant la Cour de justice de la République à l'encontre de plusieurs ministres. Vous allez nous expliquer dans le détail qui est en cause et ce que vous attendez par ces procédures. Et puis par webcam ce soir, depuis le Vaucluse, nous sommes avec le sociologue Jean Viard. Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Très belle bibliothèque. On découvre comme ça un petit peu les intérieurs et les bureaux de chacun. Merci d'être avec nous. Enfin, notre chroniqueur et historien spécialiste des États-Unis, François Durper. Est-ce qu'il est avec nous, François? Ouais, je vais la chercher. Il arrive, super. Bon, à tout de suite, François. Partons de sondage, si vous le voulez bien, Jean Garrigue. 62% des Français qui ne sont pas satisfaits de la gestion du coronavirus par le gouvernement. Seulement 24% en Allemagne, 39% au Royaume-Uni, alors qu'on le sait, hein, il y a eu des défaillances, beaucoup d'erreurs de la part de Boris Johnson. 45% en Italie, dans un pays qui a été dépassé au départ par cette crise. Ils vous surprennent ou pas, ces chiffres ? Non, ils ne me surprennent pas. On pourrait se demander pourquoi, effectivement, les Français sont plus sévères envers un certain nombre d'erreurs qui ont été commises par le gouvernement et par le président de la République, erreurs de stratégie, erreurs de communication réelles. Parce que si l'on compare avec quelqu'un comme Boris Johnson ou avec Donald Trump, encore plus, on peut dire que finalement, on se sort pas trop mal. Mais ce serait faire abstraction de notre rapport au pouvoir. Ça a été évoqué dans le petit reportage, qui est un rapport extrêmement critique. C'est pas quelque chose qui est d'aujourd'hui, mais on sait que les 2 tiers des Français ne font plus confiance dans leurs élites politiques, dans leurs députés, dans leurs ministres. Il y a un phénomène spécifique qui est dû à la personnalité d'Emmanuel Macron. Je pense que l'image de président des riches et de président coupé du peuple, qui est l'image initiale liée à l'ISF, etc., la suppression de l'ISF, est une image qui colle à la peau d'Emmanuel Macron. Il y a une deuxième image que, très habilement, l'opposition a beaucoup utilisée ces derniers temps, c'est l'image d'amateurisme. D'ailleurs assez entretenu par un certain nombre d'erreurs de communication de plusieurs ministres, y compris d'ailleurs de la porte-parole du gouvernement. Cette image d'amateurisme, elle est aussi quelque chose qui pèse sur Emmanuel Macron. Et puis, il y a quelque chose de plus fondamental. C'est une période d'inquiétude profonde pour les Français, d'inquiétude par rapport à, non pas simplement à l'avenir immédiat, mais par rapport à ce que va devenir la nation France, nation qui a perdu sa puissance, une nation qui est devenue une puissance marginale. Il y a quelque chose que les Français de l'époque du général de Gaulle ou de Georges Pompidou, qui croyaient encore à cette puissance, ont totalement perdu aujourd'hui. Le sentiment d'un déclin français. Un sentiment du déclin français. Tout ça, vous voyez, Angela Merkel, il peut y avoir un sentiment de déclin d'un pays qui vieillit, etc. Mais il y a l'expérience d'Angela Merkel. Emmanuel Macron, il n'a pas cette expérience. Il est l'homme du dégagisme, il est l'homme qui apparaît comme un amateur. Ceux qui sont autour de lui ne sont pas tous des vieux routiers de la politique. Tout ça, ça joue pour expliquer à quel point il y a une sévérité. Alors, vous dites qu'il y a du conjoncturel, la personnalité d'Emmanuel Macron, la défiance qui était là, on se souvient de la réforme des retraites, des gilets jaunes, mais il y a aussi du structurel. Jean Viard, et je me tournerai vers vous juste après, Harry Halimi. Jean Viard, vous avez peut-être lu comme moi cet article dans Politico de John Lichfield, qui explique que même en des temps exceptionnels, la France trouve de nouvelles façons d'être exceptionnelle. C'est un article intitulé « L'étrange défaite de la France, pourquoi les Français ne lâche pas Macron sur sa réponse à l'épidémie ». Et il explique que c'est en partie une question de caractère national, de sens de l'exception française. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis d'abord assez d'accord avec ce qu'a dit Jean Garrigue sur la situation qu'on connaît. C'est vrai qu'on est un pays sans doute fait avec des diversités profondes. Le succès du livre de La Société d'Archipel, ce n'était pas le titre exact, mais de Jérôme Fourquet. L'archipel français. Fourquet disait bien ça. On en a beaucoup parlé, ça renvoyait bien une certaine idée. Et puis, il faut se rappeler que le président Macron était déjà très impopulaire avant la séquence qu'on vient de vivre. Donc, ça n'a pas aidé. Tous ces éléments selon nous. Et puis, je crois aussi que c'est vrai qu'on a quand même le sentiment d'avoir un appareil d'État extrêmement puissant et finalement assez peu performant. Excusez-moi, l'histoire des masques, c'est totalement lamentable. Personne, au fond, n'a présenté d'excuses sur le fait qu'on avait, j'allais dire, oublié de faire des stocks. C'est quand même... je ne dis pas que ça aurait changé fondamentalement les choses, parce que je pense que l'usage est complexe, etc. Mais enfin, on n'a pas dit aux gens, écoutez, on a fait une connerie, effectivement, les stocks de masques, on les a enlevés. On nous prend un peu pour des... On dit beaucoup, on est infantilisé. J'aime pas trop l'image, mais je pense qu'elle n'est pas entièrement forte. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a une révolte du monde hospitalier qui marche merveilleusement bien.
où effectivement, au fond, d'accord, on a ouvert les cordons de la bourse, mais au fond, ils se sont un peu mis en autogestion. Je pense que Michel Rocard aurait été content. Donc il y a un peu une prise de pouvoir de la blouse blanche sur les gestionnaires, ou en tout cas un rééquilibrage des rapports de force, parce que le gestionnaire est quand même toujours là. Et ça, si vous voulez, c'est bien ça le problème. De même que les régions, c'est vrai, quand vous êtes en Bretagne, devant une plage déserte, et qu'on vous dit qu'il ne faut pas y aller, vous vous grattez un peu la tête en disant qu'est-ce que je risque. Donc cette espèce de sentiment fictif d'égalité, il ne renvoie pas à notre idée d'égalité. L'idée d'égalité, c'est d'avoir le même risque d'être malade. Il y a des territoires où il y a des forts, des territoires où il y a des faibles. Donc tout ça, si vous voulez, moi j'ai l'impression qu'on est face à l'usure d'une représentation politique très jacobine, très bureaucratique au fond, et qu'on ne se sent pas protégé par ça. Parce qu'au fond, ce qu'on a envie en ce moment, c'est de se sentir protégé. On sait que c'est dangereux, on sait qu'il va y avoir des morts, et on n'y comprend pas grand-chose. Le gouvernement non plus, mais je dirais qu'aucun gouvernement n'avait fait la situation avant, donc on ne peut pas leur reprocher non plus de découvrir le sujet. Mais on a l'impression que ça branle dans le manche, et ça crée de l'insécurité. C'est-à-dire que l'affaire n'est pas tenue. Et dernière remarque, avant de passer la parole à notre avocat, ce qui est surprenant, c'est que le gouvernement est contesté, mais les oppositions ne remontent pas. La vraie crise politique, c'est ça, normalement, dans une démocratie, quand il y a un camp qui est rejeté, les gens soutiennent les autres, on se défoule, on hurle, on va dans la rue, on dit à bas le gouvernement, et on vote, et puis ça redonne du souffle. La démocratie, c'est quasiment une psychothérapie collective. Personne ne profite, si j'ose dire, de la crise. Et les avocats vont attaquer tous les côtés. Ce doit être le défouloir d'une démocratie anémiée. Et je trouve ça extrêmement inquiétant. Je me tourne vers vous, Ariel Halimi, l'avocat que vous êtes. On attend trop de l'État et en même temps, on ne lui fait pas confiance. Avant de vous expliquer quelles actions en justice vous menez en ce moment, exemple, je vous donne une autre tribune d'Alain Duhamel cette fois-ci. Nous ne sommes pas le pays de Descartes, nous sommes le pays d'Astérix. Nous n'aimons pas les pouvoirs, aucun pouvoir, et en particulier pas le pouvoir politique. Nous n'aimons pas être gouvernés ni semoncés, moins encore bousculés et sûrement pas dupés. Le Français est le citoyen le plus critique d'Europe. Ce n'est pas un défaut, mais aussi le moins gouvernable. C'est totalement faux ? Je ne partage pas l'opinion de M. Duhamel. Je partage la dichotomie entre les explications, à la fois structurelles et conjoncturelles. Structurelles, et je pense qu'il faut vraiment faire un retour sur notre fonctionnement institutionnel et constitutionnel. Et effectivement, j'y viendrai, mais les plaintes pénales sont aujourd'hui devenues peut-être le dernier moyen d'expression citoyenne. Malheureusement, devrais-je dire. Mais c'est un peu ça. Pourquoi ? Parce que quand on y réfléchit, la Ve République, c'est un régime présidentiel. Vous parliez tout à l'heure de l'Angleterre. C'est un régime parlementaire, avec une expression citoyenne plus importante dès lors, avec une opposition qui s'exprime alors même que la majorité est le recours en justice, c'est l'expression ultime d'un contre-pouvoir qui n'existe plus, c'est ça l'idée ? Qui n'a peut-être jamais existé, qui s'en va... Jamais existé, même avant la crise ? Mais quand vous y réfléchissez, vous avez d'abord un régime présidentiel, vous avez le Parlement qui, lorsqu'il y a une majorité, ne s'exprime pas véritablement puisqu'il est l'expression de l'exécutif. Vous avez une autorité judiciaire et non pas un pouvoir judiciaire qui n'a pas véritablement de pouvoir. Et en ce moment, pendant l'état d'urgence sanitaire, elle est complètement confinée, voire morte. Et vous avez un Conseil d'État, on l'a vu pendant l'état d'urgence sanitaire, mais depuis l'époque bonapartiste, depuis Napoléon Bonaparte, puisque c'est à ce moment-là qu'il a été créé pour justifier l'action de l'État, ne fait que justifier l'action de l'État, voire même sollicite par exemple une réduction du contrôle parlementaire. On l'a vu dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et dans la loi de prorogation. On en a parlé dans le débat précédent. Vous avez... Alors expliquez-nous pourquoi aujourd'hui vous en venez à porter au fond la cause. Vous allez nous dire de qui ? Est-ce que ce sont des associations ? Est-ce que ce sont des syndicats ? Est-ce que ce sont des victimes directes devant les plus hautes cours, c'est la Cour de justice de la République, c'est bien ça ? Non. Pour des actions commises ou non commises par des ministres du gouvernement ? Il y a eu des plaintes qui ont été déposées par la Cour de justice de la République. Ce ne sont pas les plaintes que nous avons déposées. Je représente à la fois le collectif Interurgence, qui est un collectif de personnel soignant, et également la CGT, la Fédération Santé de la CGT, qui ont toutes deux déposé plainte. Ces plaintes ont été déposées devant le procureur, auprès du procureur de la République de Paris. Ce sont des plaintes contre X qui ne visent pas spécifiquement ni des ministres ni personne. Le but, ça n'est pas de... Plaintes contre X, très bien. Pardonnez mon imprécision. Pourquoi ne pas déposer devant la Cour de justice de la République ? Parce que justement, là encore, on parlait d'absence de contre-pouvoir. C'est un organe hybride qui est composé à la fois de politiques et de juges, et on se rend compte que finalement, il y a très peu de possibilités d'obtenir ne serait-ce qu'une enquête. Donc, procureur de la République, pôle de santé publique de Paris, avec une ouverture d'enquête.
Pourquoi ? Parce que en France, pourquoi la particularité de la France ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de fautes commises dans la gestion de cette crise sanitaire. Donc vous établissez quoi ? Des chefs d'inculpation précis ? Il y a 4 chefs qui sont visés. Vous avez d'abord l'abstention à prendre les mesures et à combattre un sinistre. La deuxième chose, c'est les délits non intentionnels, à savoir homicide involontaire, parce que beaucoup de soignants sont morts du fait de cette contamination, et violence involontaire également, ce sont des délits non intentionnels. Vous en avez une dernière qui est la mise en danger de la vie d'autrui. Pardonnez-moi, mais pour ceux qui ne connaissent pas bien la procédure pénale, c'est l'État X. Qu'est-ce qui se passe après ? Vous plaidez ? Qui rembourse ? Enfin, je veux dire, qui dédommage si vous gagnez ? On peut engager la responsabilité de l'État devant les juridictions administratives. Ce n'est pas le choix que nous avons fait parce qu'elles sont un peu sclérosées et elles suivent l'État aujourd'hui. On a choisi de demander une ouverture d'enquête pour déterminer les fautes non intentionnelles, négligences, manquements, qui ont été commises dans le cadre de la gestion de cette crise. Et quand je parle de 2 choses, je parle notamment de l'absence de masques, la destruction des masques et de l'absence de stock de réserves disponibles ne serait-ce que pour les soignants, pour qu'ils puissent soigner, mais également de l'absence de tests, alors même que l'OMS avait depuis le 24 janvier... Tester, pardonnez-moi. Oui. Je vais un peu vite parce que le temps presse un peu. D'un mot, c'est légitime le juge plutôt que les urnes, parce que c'est ça le vrai débat. Au fond, on peut toujours sanctionner dans les urnes un président de la République qui sera amené ou pas à se représenter. C'est pas incompatible. Vous avez une tribune d'Olivier Beau dans Le Monde qui dit on ne devrait pas aller vers la responsabilité pénale, on devrait conserver la responsabilité politique. Les deux existent, elles ne sont pas incompatibles, et c'est la raison pour laquelle on considère qu'il y a des fautes qui doivent être sanctionnées. C'est dit. Je voudrais qu'on se tourne à présent vers François Durper et votre regard sur les États-Unis. Comment expliquer, François, qu'après les boulettes et les déclarations surréalistes de Donald Trump, il ne dévisse pas dans les sondages, le président américain ? Alors, il dévisse quand même un petit peu dans les sondages, notamment... je vous rassure. Mais ah bah oui, parce que c'est incompréhensible sinon. Je ne rassurerai pas ceux qui supportent Donald Trump, en tout cas. Il dévisse quand même, notamment dans les États clés. Pourquoi ? D'abord, confusion, vous parliez d'Emmanuel Macron, confusion de la parole présidentielle aux États-Unis, très très clair. Vous avez aujourd'hui Anthony Fauci. Anthony Fauci, vous le connaissez maintenant, c'est le chef de la santé de la Maison-Blanche, l'expert de Donald Trump, qui aujourd'hui devant le Sénat disait il ne faut pas déconfiner parce qu'on va avoir de nouvelles vagues. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce que dit Donald Trump depuis des semaines et des semaines. Et il disait d'ailleurs, le bilan de 80 000 morts, c'est un bilan sans doute sous-estimé. C'était une déclaration faite au Sénat, alors pas très rassurante pour les Américains. Il était lui-même confiné à distance parce que suspicion de Covid-19 au sein de la Maison-Blanche. Vous parliez de l'opinion publique française. L'opinion publique américaine, elle est très très simple. Vous avez d'un côté des républicains, le parti des déconfinés, ceux qui ne portent pas de masque au Congrès par exemple, et puis le parti des démocrates, le parti des confinés, ceux qui disent « Make America Sane Again ». Vous savez, le fameux slogan de Trump, il le revisite en disant « Faire de l'Amérique un pays à nouveau qui a la santé ». Et vous avez entre les deux quelques indépendants qui vont compter les points. Alors c'est un peu morbide, il y a des États rouges. Alors les États rouges aux États-Unis, c'est les États républicains, ceux qui se déconfinent. On va regarder le taux de mortalité. Et puis il y a les États bleus, les États démocrates. On va regarder aussi le taux de mortalité et on comptera les points en novembre prochain. C'est le Covid-19 qui va faire l'élection. Merci beaucoup François. Merci à vous d'avoir participé à cet échange. Il y aura d'autres débats. On est obligé d'avancer. C'est l'heure de retrouver Thomas Després. Merci à vous Jean Viard, depuis le Vaucluse également, d'avoir été en duplex avec nous. Thomas Després pour sa chronique quotidienne. Ma journée à l'Assemblée, il nous raconte au fond les députés au temps du Covid. On retrouve tout de suite Thomas devant l'Assemblée. Oui Myriam, depuis hier, l'Assemblée se déconfine. Plus de députés, des règles plus strictes aussi. Le port du masque est obligatoire dans certains cas. Je vais vous raconter tout ça dans ma journée à l'Assemblée déconfinée. Depuis ce matin, les députés passent ici à l'accueil de l'Assemblée nationale par un point accueil santé où est distribuée cette enveloppe. À l'intérieur, 2 masques et une paire de gants pour pouvoir porter toute la journée.
C'est une bonne initiative pour vous? Oui, c'est très bien. Ça rend le travail plus pratique, même si on est tous plus ou moins équipés de masques dans nos activités habituelles. Ça vous rassure, vous, de vous dire que vous allez avoir des masques? Moi, j'ai eu le Covid, donc normalement, je devrais être immunisée, mais c'est vis-à-vis des autres, je trouve. Ouais. C'est plus respectueux vis-à-vis des autres. Et le fait de distribuer ces masques gratuitement aux députés et non pas à toute la population, pour certains députés, ça pose question, notamment dans les rangs des élus communistes. C'est très bien pour les personnels de l'Assemblée nationale, mais en fait je pense que ça devrait être le cas partout dans le pays, qu'il y a beaucoup de gens encore pour qui ça va être un budget très conséquent. Et donc je trouve que la question de masques gratuits devrait être une priorité pour le gouvernement. Mais alors quelles sont les nouvelles règles précisément à respecter à l'Assemblée ? Eh bien, tout est renseigné dans ce document, Myriam, 56 pages, le plan de déconfinement de l'Assemblée nationale. On y apprend le nombre de députés qui peuvent être présents dans l'hémicycle, jusqu'à 150 contre moins de 10 au plus fort de la crise. Sur la question du masque, par exemple, il est obligatoire dans les espaces de circulation, comme pour notre collègue cet après-midi, Elsa Mondin-Gava. Vous voyez, je n'ai vraiment pas l'habitude de porter ce masque je le remets correctement, voilà. Et pour les députés, le masque est donc obligatoire en commission. Regardez les images hier soir à l'Assemblée, mais pas dans l'hémicycle, comme cet après-midi, aux questions au gouvernement. 2 poids, 2 mesures. Donc, on a voulu demander à l'un des questeurs de l'Assemblée nationale, vous savez, ces députés qui gèrent le fonctionnement de l'Assemblée, pourquoi il y avait une telle différence. Bonjour Laëlle Rossi, expliquez-nous pourquoi le masque est obligatoire en commission et pas dans l'hémicycle. C'est parce qu'il y a les télés ? Tout simplement parce qu'en commission, vous avez une promiscuité, une proximité entre chaque député que vous n'avez pas dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle, comme nous sommes 150 au lieu de 577, nous pouvons avoir 3 à 4 mètres entre chaque député. En commission, ça n'est pas possible. Nous sommes dans des petites salles, les uns à côté des autres, sans possibilité d'avoir cette distance nécessaire, et le masque est obligatoire en commission. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on pourra retrouver 577 députés ? Je l'espère et nous l'espérons tous le plus rapidement possible. Malheureusement, aujourd'hui, la crise sanitaire qui frappe notre pays, mais aussi notre Assemblée nationale, ne permet pas de siéger à 577. Nous ferions prendre trop de risques, aussi bien aux députés qu'au personnel. Nous assouplirons de toute façon ces mesures si cela est possible, si la situation le permet, dès que possible. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut avancer prudemment et déconfiner progressivement. Merci Laëlle aussi. Et merci à Thomas Després qu'on retrouve demain pour une nouvelle chronique. Alors comme promis, on va terminer avec notre grand entretien. À l'heure où plus d'1 million d'élèves ont retrouvé le chemin de l'école, nous avons donné la parole à un professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis. Il s'appelle Yanis Roder. Le jour d'après l'école, regardez, c'est une collection signée François Chevret avec Charlotte Epal et Kytrienne Guyenne. On est chez vous, c'est ça, Yanis Roder? Oui, on est chez moi, ouais. Avec une jolie photo. On regarde Paris, voilà. Bonjour Yanis Roder. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes professeur d'histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis. Et puis vous êtes également le directeur de l'Observatoire de l'éducation au sein de la Fondation Jean Jaurès, qui vient de publier une note que vous avez co-écrite avec Salomé Berliou. Une note détaillée intitulée « Apprendre et enseigner par temps de crise sanitaire, regard croisé, ville-campagne ». On va y revenir. Mais d'abord, racontez-nous votre expérience d'enseignant de ces 2 mois d'enseignement à distance. Comment s'est déroulée, s'est mise en place l'école à la maison avec vos élèves ? Pour vous dire la vérité, elle s'est mise en place tant bien que mal. Tant bien que mal parce que d'abord, même si on pouvait s'attendre à une fermeture des écoles après que l'Italie a fermé les siennes le 5 mars de mémoire, on a quand même été pris un petit peu par la surprise et il a fallu s'organiser très vite. Or, effectivement, ce qu'on a vu très vite et ce qu'on savait déjà, c'est que les plateformes numériques qui servent d'interface de communication entre les familles et les établissements scolaires, ne sont pas toujours très fréquentées. Il y a parfois des problèmes de code, des problèmes de connexion. Tout le monde n'est pas équipé non plus à la maison pour pouvoir correctement se connecter. Donc, il a fallu, et ça a été la première chose, garder le contact avec les élèves. Et pour garder le contact avec les élèves, je crois que les profs, en tout cas dans mon établissement, mais je sais par ailleurs que ça s'est passé un peu de la même manière, tout le monde s'est un petit peu débrouillé.
pour essayer de garder le contact avec les élèves. C'est-à-dire qu'on s'est un petit peu assis, il faut le dire quand même, sur le RGPD, hein, donc le règlement de la protection sur la protection des données, et on a constitué des listes WhatsApp, des mail lists, des groupes Telegram, etc. Parce que les enseignants n'ont pas le droit d'accéder aux données personnelles, aux coordonnées précises. Bien sûr que non, c'est formellement interdit, sauf que là, il fallait absolument garder contact avec les élèves. Or, comme je vous l'ai dit, les interfaces ne sont pas toujours fréquentées. Le réflexe n'est pas nécessairement acquis ni par les parents ni par les élèves. Donc il a fallu bricoler. Personnellement, j'ai passé 2 ou 3 jours à essayer de récupérer les numéros de téléphone à droite à gauche et à constituer mes mail lists et mes listes WhatsApp, mes groupes WhatsApp, pour pouvoir travailler. Voilà. Et on a commencé à travailler, avec ce que nous n'avions jamais fait en réalité, c'est-à-dire faire des cours en visioconférence. Alors racontez-nous comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez réussi à transmettre? Est-ce que vous avez enseigné? Est-ce qu'il y a des acquis d'apprentissage qui ont été faits au cours de cette période? Je l'espère, et nous le verrons au moment du déconfinement, parce qu'on va revenir là-dessus, évidemment, on ne va pas laisser les élèves avec ce qu'on a fait pendant le déconfinement, donc on reviendra là-dessus, et c'est à ce moment-là que je pourrais éventuellement vous dire s'il y a eu des acquis. Mais on a innové, il a fallu faire des cours à distance, il a fallu préparer des cours autrement, parce que faire des cours en visio, ce n'est pas la même chose que de faire des cours en présentiel. Les élèves ne branchent pas leur caméra, donc moi je ne sais pas s'ils comprennent, ils ne comprennent pas, donc voilà, c'est très compliqué. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné un travail préparatoire systématique avant chaque cours en visioconférence, et puis on travaille là-dessus, ce qui fait que voilà, permet de voir 2 fois les choses et d'insister sur les choses. Après, il y a une réalité aussi. Ce n'est pas parce que vous dites que vous faites un cours en visioconférence que tous les élèves sont là. Loin de là. Loin de là, puisque alors j'ai plusieurs classes, mais j'ai une classe, par exemple, qui suit très régulièrement, avec 15 à 16 élèves présents sur 22. Hein. C'est un collège qui est classé en zone d'éducation, enfin en réseau d'éducation prioritaire, donc on a une limite à 23 par classe. 15 à 16 présents systématiquement à chaque cours. Et puis j'ai une autre classe où c'est beaucoup plus compliqué, où j'ai eu par exemple lundi dernier un cours à 6 élèves. Voilà, ça veut dire qu'il me manquait pratiquement les 3 quarts des élèves. 3 quarts d'élèves avec qui vous avez perdu complètement le contact ou partiellement? Non, partiellement. C'est-à-dire que dans ces classes, en général, j'ai et l'établissement qui a cherché par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la vie scolaire, les CPE, et puis par l'échelle d'établissement, d'entrer en contact avec les familles. Eh bien, certaines familles n'ont pas répondu ou les élèves ne répondent pas. Là, on peut estimer à 1/4, voire peut-être 30% des élèves qui ont décroché, qui ne donnent plus signe de vie, ou alors qui ne rendent aucun devoir et qui ont complètement scolairement décroché. C'est énorme comme chiffre, je me permets de le souligner. Vous l'expliquez comment? Alors, je l'explique d'abord par ce qu'on appelle la fracture numérique. Évidemment, j'ai des élèves qui n'ont pas de connexion, qui n'ont pas de matériel. Le collège a prêté du matériel, mais les connexions ne sont pas là. Certains de mes élèves suivent sur un téléphone portable. Le téléphone portable, c'est peut-être celui de papa ou de maman qui peut en avoir besoin. Le manque d'équipement aussi, parce que quand on a un seul ordinateur et qu'on a 3 ou 4 frères et sœurs qui sont eux aussi scolarisés, eh bien, il faut se partager l'ordinateur. C'est très compliqué tout cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir aussi que mes élèves, ce sont les enfants des gens qui sont en première ligne aujourd'hui et qui assurent la logistique, nous permettant à nous d'être confinés. Ce sont les gens qui travaillent dans les supermarchés, dans la logistique, dans le transport, et ces gens se lèvent très tôt le matin et vont travailler toute la journée. Ils laissent leurs enfants seuls, ce qui est logique. Et bien ces enfants, la journée, ils sont livrés un peu à eux-mêmes. Je vais vous faire écouter Édouard Philippe. Il a eu une expression très forte au Sénat. 5 mois de décrochage scolaire pour des milliers de jeunes, des dizaines de milliers de jeunes, c'est probablement une bombe à retardement. Le Premier ministre inclut évidemment les 2 mois de vacances dans ces 5 mois. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, l'expression est très forte et je crois que le Premier ministre a raison de tirer le signal d'alarme. Parce que d'aucuns vous diront 3 mois sans apprentissage, ce n'est pas grave. Dans l'absolu, ce n'est pas grave, on est d'accord. Quoique, ça dépend de qui on parle. Effectivement, si on parle des élèves qui ont leurs parents à la maison, avec qui ils prennent le petit déjeuner le matin et avec qui ils discutent culture et histoire, effectivement, il n'y aura pas de problème. Mais pour mes élèves qui ont déjà un capital culturel qui n'est pas celui des élèves de centre-ville ou des beaux quartiers, ces 3 mois sans école, ce sera un handicap supplémentaire. Donc ce n'est pas anodin. Et au-delà de cela, c'est oublier que l'école, notamment dans ces quartiers populaires des grandes agglomérations,
ce n'est pas seulement le lieu de l'apprentissage, c'est aussi le lieu d'une sociabilité, c'est un lieu repère qui donne des cadres, qui donne des limites dont nos élèves ont absolument besoin. Et c'est aussi un lieu d'ouverture sur le monde, d'ouverture à d'autres façons d'envisager et de voir le monde. Quand on en vit dans des situations compliquées, dans des familles qui sont parfois très fermées, eh bien, l'école, c'est un lieu de respiration. Et ça, c'est très important. On vous sent très engagé personnellement sur cette question du décrochage, presque en colère. Est-ce que vous êtes un fervent partisan pour ces élèves dans votre département et pour tous les élèves, après tout, de la réouverture des écoles? Alors, dans l'absolu, évidemment, il faut que les conditions sanitaires soient absolument respectées. C'est la sécurité de tous, c'est la première des priorités. Mais oui, je suis un fervent partisan de la reprise de l'école parce que, encore une fois, ne penser l'école qu'en termes d'apprentissage et ne penser la difficulté des familles qu'en termes d'aide financière, ça ne suffit pas. Ce n'est pas la question en réalité. La question, c'est la question de l'insertion sociale dans des règles qui font société, et c'est cela que nous sommes en train de perdre. Je discutais la semaine dernière avec des éducateurs et éducatrices qui suivent quelques-uns de mes élèves, et une éducatrice me disait, avec vraiment une véritable émotion dans la voix qui m'a beaucoup touché, nous sommes en train de perdre, disait-elle, des dizaines de gamins. C'est une catastrophe. Alors, que pensez-vous de tous vos collègues enseignants qui expliquent bien souvent, pas tous, qu'il n'est pas possible de rouvrir les écoles? L'urgence sanitaire et la protection sanitaire, c'est extrêmement important. Mais il y a une urgence sociale. Et je crois que nous devons peut-être prendre exemple sur les soignants qui ne se posent pas la question de savoir si ils doivent aller travailler ou pas. C'est une question d'urgence sanitaire. Eh bien, je crois que pour nous, notamment dans les territoires de ces banlieues, des grandes agglomérations, il y a une urgence sociale. Je voudrais qu'on parle également des campagnes et des jeunes ruraux. Vous les évoquiez tout à l'heure. On dit beaucoup que le confinement accélère les inégalités. La fracture numérique, elle pèse aussi lourdement pour ces élèves, ces étudiants qui vivent dans des zones enclavées. Quand on est en zone rurale, en zone de montagne, moyenne montagne par exemple, il y a des zones qui sont blanches et qui n'ont pas de connexion Internet. Ça devient très compliqué pour l'enseignement à distance, même pour recevoir aujourd'hui les devoirs et les cours, puisque tout est envoyé par Internet. Quand ça fonctionne mal, c'est très compliqué. Donc il y a d'abord cette fracture numérique qui est quand même très importante. Il y a ce sentiment d'isolement aussi qui a été relaté, on en parle dans l'étude que nous avons faite avec Salomé Berriot et Jérémy Pelletier, que vous avez cité, ce sentiment d'isolement, de solitude qui est très fort dans les milieux ruraux. Et puis, il y a aussi ces difficultés liées notamment à l'orientation future, parce que si dans les grandes agglomérations, vous avez l'offre d'orientation qui n'est pas loin grâce aux transports en commun, même si dans les transports en commun, je comprends que ça va être compliqué, mais néanmoins, l'offre est ici, elle est présente. Dans les territoires ruraux, l'offre peut être très lointaine. Donc, en fonction justement de cette réalité-là, beaucoup d'élèves sont en train de renoncer à leur orientation, quitte à redoubler ou quitte à faire une orientation par défaut. Autre sujet, le baccalauréat. Le bac qui n'aura donc pas lieu pour la génération 2020. C'est le contrôle continu donc, qui tiendra lieu d'évaluation pour les élèves de terminale. Et c'est une première parce que même en mai 68, alors que les lycées étaient bloqués, il y a eu un oral. Ça va peser sur ce diplôme si symbolique et si décrié aussi par la suite, à votre avis? Alors, sur l'oral, l'oral du bac de français est maintenu. C'est l'oral, effectivement, en terminale qui est supprimé. Alors, est-ce que ça aura un impact? Écoutez, je ne le crois pas, tout simplement parce que il faut savoir, d'abord en 1968, le taux de bacheliers était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le bac, qu'il soit professionnel, général ou technologique, on connaît les chiffres, on est à plus de 85%. Donc, le bac, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a eu cette réforme menée par le ministre Jean-Michel Blanquer, il a été un petit peu déconsidéré, il est un petit peu dévalorisé. Donc je ne suis pas sûr que le fait que ce bac, cette année, ne soit pas soumis à un examen final change le regard que nous avions globalement sur le baccalauréat. Et les parents qui ont dû faire de la continuité pédagogique et parfois qui ont réalisé au fond la difficulté de la tâche de l'enseignant. Vous en sortez grandi
à leurs yeux, vous pensez? Je l'espère, parce que ce que nous avons pu, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu constater, c'est le fort engagement, d'une manière générale, du corps enseignant dans cette continuité pédagogique. Avec les moyens qui étaient les siens, avec les déperditions dont nous avons parlé, c'est une évidence, mais les professeurs se battent même encore aujourd'hui pour rattraper les élèves qui ont tendance à lâcher. Donc je vois cet engagement. Je vois aussi qu'en fonction des milieux, on n'a pas forcément la même attitude. Je vois combien les parents sont reconnaissants en Seine-Saint-Denis du travail fourni par les enseignants. Et puis je peux voir aussi dans certains quartiers parisiens, par exemple, des associations de parents d'élèves qui se plaignent que la prof machin ou le prof bidule n'a pas donné des devoirs toutes les semaines, etc., sans tenir compte de la réalité du confinement. C'est-à-dire que les enseignants, ils ont parfois aussi des enfants en bas âge dont ils doivent s'occuper. Qu'est-ce qu'il faudra garder de toute cette expérience ou surtout ne pas conserver? Moi, je crois que la grande leçon, c'est de travailler, de faire réfléchir sur justement l'urgence sanitaire. Et la situation d'urgence sanitaire, c'est-à-dire la situation de confinement. Rien ne nous dit que dans les 20 ans qui viennent, nous ne revivrons pas une expérience telle que celle-ci. Donc nous avons dans les établissements scolaires des protocoles pour l'incendie, des protocoles pour les risques d'attentats, depuis peu. Je crois qu'il faut mettre en place des protocoles d'urgence liés à l'urgence sanitaire. Et ça veut dire, par exemple, avoir connaissance de l'équipement de chaque famille, du lien de chaque famille avec le numérique, et que les établissements soient équipés pour venir en aide à ceux qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Et finalement, d'un mot, rien ne remplace le contact physique entre l'enseignant et l'élève? Je crois que cette période de l'école en confinement, l'école à la maison, a mis un terme à la discussion sur les bienfaits du numérique dans le pédagogique. Voilà, je crois que rien ne vaut la présence et le lien physique qu'on a dans les classes, parce que c'est là que se construit l'échange pédagogique, c'est là que se construit l'enseignement. Le numérique, c'est un plus, mais ça ne peut être qu'un plus. Merci infiniment, merci Yanis Roder. Voilà, le jour d'après, c'est à retrouver désormais tous les soirs dans cette émission qui s'achève ainsi tout de suite votre soirée documentaire. À demain sur LCP.